On s'est déjà tous posé la question, non? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête quand on se souvient ou, au contraire, quand on oublie? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble le plan, le véritable schéma de notre mémoire. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez dingue. D'un côté, notre cerveau a une capacité de stockage juste astronomique. On parle de 100 000 milliards d'informations. C'est un disque dur de compétition. Et de l'autre, on est tous là à chercher nos clés 3 fois par jour. Alors qu'est-ce qui cloche? Comment ça marche ce système? Alors voilà une idée qui change tout. On a tendance à voir l'oubli comme une sorte de bug, une erreur dans le programme. Mais en réalité, c'est tout le contraire. L'oubli, c'est une fonctionnalité. C'est le système de gestion des données du cerveau qui est obligé de trier une quantité phénoménale d'infos en permanence. C'est pas une faiblesse, c'est une stratégie d'optimisation en fait. Ok, pour piger ce système, il faut faire un petit bond dans le passé. On va remonter aux origines de la recherche sur la mémoire pour rencontrer le tout premier explorateur de ce territoire un peu mystérieux qu'est l'oubli. Et cet explorateur, c'est lui, Hermann Ebbinghaus. On est dans les années 1880 et ce psychologue allemand se lance un défi complètement fou pour l'époque, étudier la mémoire de façon scientifique. Pour être sûr de ne pas être influencé par des mots qu'il connaît déjà, il invente plus de 2000 syllabes qui ne veulent absolument rien dire. Des trucs comme Zoff ou Keks. Et puis, il s'est mis à les apprendre liste après liste. Il était son propre cobaye, l'expérimentateur et le sujet, tout en un. Et tout ce travail de forçat a payé. Il a mis le doigt sur quelque chose de fondamental. En notant tout, il a dessiné ce graphique incroyable, la courbe de l'oubli. Et regardez-moi cette chute. C'est vertigineux. En à peine 1 heure, une bonne partie de l'info a déjà disparu. Au bout de 2 jours, c'est plus de la moitié qui s'est envolée. Voilà ce qui arrive à notre mémoire quand on ne fait rien. C'est son réglage par défaut. Heureusement, Ebbinghaus n'a pas seulement découvert le problème, il a aussi trouvé la solution. L'arme secrète pour contrer cette chute libre, c'est le rappel au bon moment. Chaque fois qu'on se force à se souvenir de l'info, hop, on appuie sur Reset et on aplatit la courbe. Et à chaque nouvelle révision, elle s'aplatit encore plus. La grande leçon de tout ça, ce n'est pas forcément le temps qu'on passe à apprendre qui compte, mais le timing des révisions. Bon, récapitulons. On sait qu'on oublie très vite, mais qu'on a un moyen de lutter contre ça. La question maintenant, c'est mais où est-ce qu'elle va cette information? Comment tout ça est organisé là-dedans? Allez, on regarde la toute première carte qui a été dessinée de notre système de mémoire. Cette carte, on la doit à Atkinson et Shiffrin, en 1968. Ils ont proposé un modèle assez simple et plutôt logique. Imaginez que l'information passe par 3 étapes, 3 sortes de boîtes aux lettres, l'une après l'autre. C'est un parcours bien défini, de l'instant présent jusqu'au souvenir qui reste. Alors, première étape, la mémoire sensorielle. Tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça rentre là-dedans. C'est un immense hall d'entrée, mais les portes se referment en moins d'1 seconde. Si quelque chose capte notre attention, il passe à la deuxième boîte, la mémoire à court terme. C'est un peu le post-it mental, un petit bloc-notes pour ce qui se passe maintenant. Et enfin, si on répète cette info, si on travaille dessus, elle a une chance d'être archivée dans la mémoire à long terme. Et là, c'est la bibliothèque géante où les souvenirs peuvent rester pour très très longtemps. Ok, attardons-nous une seconde sur cette fameuse mémoire à court terme, le post-it. Parce qu'elle a une limite super célèbre et assez brutale. C'est ce chiffre. 7, plus ou moins 2. C'est tout. C'est le nombre maximum d'éléments qu'on peut garder en tête à un instant T. C'est le goulot d'étranglement de toute notre pensée. Alors, comment on fait pour contourner une limite aussi stricte? Eh bien, on a une astuce intégrée, une sorte de hack mental, le chunking, ou le regroupement par paquet. Le cerveau est un champion pour ça. Prenez un numéro de téléphone. Personne ne retient 10 chiffres à la suite. Ça dépasse la limite de 7. Non, on fait des paquets. 06, puis 25, puis 48, et d'un coup, 10 éléments impossibles à retenir deviennent 5 paquets qui, eux, rentrent sans problème sur notre post-it mental. Ce modèle explique aussi super bien un truc qu'on a tous déjà vécu. On essaye de mémoriser une liste de courses et à la fin, on se souvient surtout des premiers et des derniers articles. C'est l'effet de position sérielle. Et c'est logique, les premiers mots ont eu le temps de faire le voyage jusqu'à la mémoire à long terme, les derniers sont encore tout frais sur le post-it de la mémoire à court terme, et tous ceux du milieu, ils sont tombés dans le vide entre les deux. Ce modèle avec les 3 boîtes, c'était vraiment une super base. Mais les chercheurs ont fini par se dire que la mémoire à court terme, c'était un peu trop simple. Ce n'est pas juste une salle d'attente passive ou l'info patiente, c'est bien plus actif que ça. Voyons voir la mise à jour, la version 2.0. Et le grand changement, ça a été de passer de cette idée de mémoire à court terme à celle de mémoire de travail. La différence est énorme. La mémoire à court terme, c'est comme un simple espace de stockage temporaire. La mémoire de travail, c'est un véritable atelier. Elle ne se contente pas de garder l'info, elle la triture, elle la combine, elle la manipule. C'est là que la vraie réflexion se passe.
Cette mise à jour, on la doit à deux chercheurs, Baddeley et Hitch, en 1974. En gros, ils ont pris la petite boîte mémoire à court terme et l'ont remplacée par un système beaucoup plus sophistiqué, avec plusieurs modules qui bossent ensemble. On n'est plus dans le petit bureau là, on est dans un véritable open space. Alors qui on trouve dans cet atelier? D'abord, il y a le grand chef, l'administrateur central. C'est lui qui gère l'attention, qui dit « Ok, on se concentre là-dessus maintenant ». Puis il a deux experts. D'un côté, la boucle phonologique, c'est notre petite voix intérieure, celle qui se répète un numéro de téléphone en boucle pour pas l'oublier. De l'autre, le calepin visio-spatial, c'est notre œil mental, celui qui nous permet de visualiser une carte ou d'imaginer où mettre le canapé dans le salon. Et tout ce petit monde travaille en même temps. Voilà, on a le plan en main, de la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus jusqu'à l'atelier super moderne de la mémoire de travail. La question, maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut utiliser tout ça pour mieux retenir les choses? On passe à la pratique. Premier hack qui nous vient tout droit d'Ebbinghaus, la répétition espacée. C'est simple, au lieu de réviser un truc pendant 5 heures d'un coup la veille d'un examen, mieux vaut le revoir un peu aujourd'hui, puis un peu demain, puis un petit peu la semaine d'après. On donne juste des petits coups de pouce à la mémoire, pile au moment où elle commence à oublier. C'est beaucoup plus efficace. Deuxième astuce, et celle-là elle est cruciale, le rappel actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de juste relire ses notes. C'est l'une des pires méthodes qui soit. Le vrai secret, c'est de fermer le livre, de cacher la réponse et de forcer son cerveau à aller chercher l'info. Le simple fait de se tester, de s'interroger ou d'essayer d'expliquer le sujet à quelqu'un, c'est ça qui grave le souvenir dans la mémoire. Et enfin, troisième et dernier conseil, le chunking, le regroupement. Quand on aborde un sujet immense et complexe, il ne faut pas essayer de tout apprendre d'un coup, c'est impossible. Le truc, c'est de le découper en morceaux logiques, de trouver des liens, de créer des paquets d'idées. C'est comme ça qu'on arrive à faire passer un éléphant par le petit goulot d'étranglement de notre mémoire de travail. Au final, comprendre comment fonctionne la mémoire, c'est bien plus qu'une simple technique pour mieux apprendre. C'est Cicéron qui disait que la mémoire est le trésor et le gardien de toute chose. Et il avait raison. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vécu, nos relations, notre personnalité, tout ça, c'est stocké dans notre mémoire. C'est le fondement de qui on est. On vient donc de voir le plan, avec ses limites et son incroyable potentiel. La vraie question maintenant, ce n'est plus seulement de savoir comment ça marche, mais de se demander ce qu'on va faire de cette connaissance. Comprendre le plan, ce n'est que la première étape. Maintenant, qu'est-ce qu'on choisit de construire avec ?